Qu'est-ce qui se passe quand un scientifique, un esprit vraiment cartésien, convaincu qu'après la mort, c'est le néant total? Qu'est-ce qui se passe quand toute sa réalité vole en éclats? C'est précisément le parcours de Mathieu Monade. Une histoire qui démarre avec un événement que sa propre logique ne pouvait absolument pas expliquer. Ces quelques mots posent vraiment le décor. On part d'une certitude en béton armé, celle d'un homme de science, pour basculer dans un mystère qui va venir secouer les fondations mêmes de sa vision du monde. Alors rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la violence du choc, il faut d'abord se représenter qui était Mathieu avant que tout bascule. Le contraste est saisissant, franchement. D'un côté, on a le parcours académique, le doctorat, une pensée hyper logique, structurée, et de l'autre, tout un univers ésotérique qui en est l'exact opposé. C'est là que se situe le cœur du conflit de cette histoire. Et voilà le moment clé. Il ne s'agit pas d'une vague impression. Non. C'est un message très précis, avec des infos qu'il ne connaissait pas, transmis par son grand-père, qui est décédé. Sa première réaction, évidemment, il rejette ça en bloc. Il se dit juste « Bon, j'ai fait un rêve bizarre, c'est tout ». Sauf que c'est là que ça devient impossible à ignorer pour son esprit rationnel. Ce message contenait des faits vérifiables, qui ont été confirmés par quelqu'un d'autre. Donc ce n'était plus un simple rêve. Sa vision du monde, si solide jusque-là, venait de se fissurer. Face à l'impossible, que fait un scientifique? Il ne bascule pas dans la foi aveugle, pas du tout. Il enquête. La deuxième étape de son parcours, c'est donc une véritable quête, méthodique, pour trouver des réponses. Sa démarche est purement logique. Il teste, il va voir des médiums, il les questionne, mais il se sent vite frustré. Pourquoi? Parce qu'il dépend des autres. Et lui, ce qu'il veut, c'est un accès direct à la source, sans intermédiaire. C'est cette exigence d'autonomie qui va le conduire petit à petit vers l'hypnose. Mais attention, ça n'a pas été une révélation immédiate. Ses premières séances d'hypnose, c'était laborieux. Il doutait, il était frustré, il s'est même dit qu'il perdait son temps et son argent. Et cette phase de doute, elle est essentielle parce qu'elle rend son parcours encore plus crédible. Et c'est là le point de bascule. Malgré les difficultés, l'hypnose lui offrait ce qu'il cherchait depuis le début. La possibilité de devenir son propre explorateur, de vérifier les informations par lui-même. Il n'était plus dépendant. Il était aux commandes. Alors, qu'est-ce que ces années d'exploration lui ont révélé? On n'est plus du tout dans le simple fait de contacter son grand-père. Non, là, il commence carrément à cartographier les lois d'un univers bien plus complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pour illustrer une de ces découvertes majeures, on peut prendre une question que beaucoup de gens se posent, celle de l'Atlantide. D'après ses explorations, la chercher avec des sous-marins ou des sonars, ce serait une pure perte de temps. Pourquoi? Parce que la réponse est bien plus étonnante. Et voilà ce que ça veut dire. La réalité serait faite de plusieurs couches, un peu comme des fréquences radio qui coexistent au même endroit. L'Atlantide pourrait donc exister, oui, mais sur un autre étage de la réalité, un étage invisible depuis notre plan physique. Cette nouvelle carte de la réalité l'a mené à une autre découverte, encore plus complexe. L'idée que notre univers fonctionnerait selon des règles énergétiques précises. Une sorte de jeu en fait, auquel on participerait tous, bien souvent sans même en connaître les règles. Ils mettent un nom sur ce phénomène, l'interférence. L'idée, en gros, c'est que certaines entités non physiques pourraient se brancher sur nous, les humains, pour se nourrir de notre énergie émotionnelle, comme la peur, la colère. Mais, et ça c'est le point le plus important, elles ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il a mis en évidence des règles fondamentales, et la plus importante, c'est la loi du consentement. Aucune interférence ne pourrait avoir lieu sans une forme de consentement. Alors, bien sûr, c'est un consentement qui est souvent inconscient, obtenu par la ruse, et ce qui est fascinant, c'est que ces liens seraient à double sens. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion la plus puissante de son parcours. C'est que la solution, en fait, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur de chacun d'entre nous. En fin de compte, tout se résume à un changement de perspective. D'un côté, on a la mentalité de victime. On blâme les forces extérieures, le gouvernement, les autres, peu importe. De l'autre, il y a la prise de conscience que ces interférences ne font qu'exploiter nos propres failles, nos propres blessures qui ne sont pas encore guéries. Le point de bascule, il est là. En faisant un travail sur soi, en cicatrisant ses propres blessures, on cesse tout simplement d'être une source d'énergie intéressante pour ces entités. On ne leur offre plus de prise. Cette analogie de Mathieu est parfaite. Il explique qu'au lieu d'être une vache qui fournit de l'énergie en abondance, on devient un caillou dans leurs chaussures. On passe du statut de source de nourriture à celui de simple désagrément. Et comme tout prédateur, ces forces préfèrent laisser tomber une proie qui demande trop d'efforts. Le pouvoir est ainsi récupéré. Finalement, tout ce parcours nous laisse avec une question fondamentale. Si l'univers obéit à des règles précises, et si la clé, c'est de reprendre son pouvoir intérieur, la question n'est plus de savoir si l'on est un pion, mais plutôt de décider à quel jeu on veut vraiment jouer.